Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, volume 2 de Saint Seiya Next Dimension. Je sais que certains l'attendaient. D'ailleurs, merci pour vos retours sur la première vidéo, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Donc là, même concept, on détaille et on met les illustrations qui vont bien. Donc attention au spoil pour ceux qui débarquent et qui veulent pas tout savoir, vous êtes prévenus. En tout cas, abonne-toi si c'est pas déjà fait, si tu veux te informer de la sortie du volume 3. En attendant, on y va sans plus tarder, installe-toi tranquille et c'est parti. Donc rappelez-vous, hein, la fin du tome 1, on s'était quitté avec Doko, Shion, Tenma à Elysion, ayant récupéré de leurs blessures et ayant vu leur futur dans le reflet de l'armure d'argent de la coupe. La dernière image étant celle d'un Seiya du présent en fauteuil roulant, manifestement salement amoché, hein, on le suppose, après sa victoire contre Hadès. Là, on démarre avec le retour au sanctuaire et on y voit nos Lascars qui sont rentrés au bercail. Mais non pas avec la tête d'Hadès, hein, ce qui était leur plan initial, mais accompagnés d'un nouveau chevalier, donc Tenma, et ainsi que l'armure de la coupe. On voit qu'ils font face à un chevalier d'or du taureau, dont on voit pas encore le visage, hein, de dos, qui les sermonne de ouf, découvrant le plan qu'il voulait faire. Donc là, manifestement, ils doivent se trouver devant le temple du taureau, en toute logique, hein, puisque c'est la deuxième maison en partant du bas. Et comme la première, c'est celle du bélier, bah, aucun problème pour la traverser, car dorénavant, c'est Chion qui en est le nouveau gardien. On suppose donc qu'ils veulent monter les étages. Peut-être veulent-ils faire un compte-rendu de leur petit voyage au Grand Pop, qui lui n'avait pas donné l'aval, hein. D'ailleurs, pour cette mission, il n'était pas au courant. Mais bon, ils veulent certainement quand même lui faire manifestement le prévenir et lui dire que Hadès s'est réincarné. C'est quand même une information de première importance. Le chevalier d'or du taureau les engueule de ouf. Et à juste titre, hein, disant que les actions, en tout cas ce qu'ils ont fait, auraient pu avoir de graves conséquences. Et que si c'était si facile de se débarrasser d'Hadès comme ça, bah, ça se saurait quoi. Là, il est tellement vénère, hein, qu'il envoie chier Tenma, que de toute façon il le connaît pas, hein, donc il s'en fout. Et il s'apprête à punir les deux autres sévèrement avec la fameuse attaque, hein, la corne du taureau. Le gars plaisante pas, hein, avec ses conneries, surtout face à des bleus, hein, puisque les autres sont des jeunes chevaliers d'or. Et on découvre au passage le chevalier du taureau, bah, qui ressemble assez à Aldébaran, je trouve, mais en blond, et puis doté manifestement d'un fort caractère. Chion et Doko, ils ont la pression grave. Et là, il y a un type au loin qui dit «Attends, Ox». Donc là, interruption soudaine avant le lynchage, hein, ça devient une habitude. Mais ça, je ne manquerai pas de le souligner à chaque fois, hein, de toute façon. Donc voilà, le type adossé à un pilier bras croisés façon Vegeta, c'est Iso du Capricorne. Donc là, il dit à Ox, qui est donc le nom du chevalier du taureau, sachant que je fais une parenthèse, hein, mais à partir de là, on va découvrir de plus en plus de nouveaux personnages, hein. Donc il va falloir se rappeler les noms, les gars, sinon on va vite être perdu. Donc là, il va falloir bien suivre. Donc Iso dit à Ox, vas-y, laisse-moi ces deux schlags, c'est moi qui vais m'occuper d'eux. Et là, il commence à lever le bras et déclenche Excalibur cash direct. Bon, finalement, on se rend compte que les anciens chevaliers d'or qu'on connaissait, bah finalement, avec les nouveaux, c'est les mêmes attaques, hein. Donc, du coup, j'ai une question. Je suis pas non plus un connaisseur extrême de Saint Seiya. Je me demande si est-ce que les pouvoirs qu'ils ont, ils les obtiennent avec finalement le fait d'acquérir des armures d'or, ou est-ce que c'est finalement par leur entraînement, genre un mec, un maître leur a appris leur technique, genre la technique par exemple du taureau qui se transmet de génération en génération. Bon, je sais pas, là j'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit, je pencherais peut-être plutôt pour la solution numéro 2, mais bon, voilà, c'était un petit aparté, vous me direz ça en commentaire. Bref, là on voit finalement que Iso, bah, plutôt que de s'attaquer à eux, il a juste coupé net le sol sous leurs pieds. Et là, les gars, ils tombent comme des merdes, hein, et ils redescendent d'un étage, on le suppose, probablement retour chez le bélier. Là, il dit à Ox qu'il est intervenu pour éviter qu'il se fasse tuer, car Ox, manifestement, aurait pu y aller trop fort, sans se contrôler, et les aurait fracassés. Ah! Et que, finalement, en fait, c'était juste pour les punir, hein, leur donner une leçon, mais sans plus. Il ne s'agissait pas non plus de les tuer comme on le pensait au départ. Donc Ox et Iso, bah, c'est un peu des potes apparemment. Iso raconte que Doko et Shion sont plus jeunes et inexpérimentés, hein, comme on l'avait compris,
mais que évidemment ils ont quand même besoin d'eux, hein, ça reste des chevaliers d'or. Ils ont besoin d'eux pour faire face tout simplement à la future guerre contre Hadès qui se prépare. Et dans ce cas-là, évidemment, mieux vaut être à 12 qu'à 10, quoi. Donc bref, là, ils discutent et ils s'interrogent par rapport à l'urgence de la situation désormais, hein, par rapport à ce qu'ils ont appris de la bouche de Doko et Shion. Et ils s'interrogent du fait qu'ils ont, à ce stade de l'intrigue, aucun signe d'Athéna, qui donc à cette époque, en tout cas au moment où on en est là, ne s'était pas encore réincarnée. Donc ils connaissent pas du tout qui c'est. Même pas la jeune fille, hein, qui va le devenir. Alors que vous, nous, rappelez-vous, dans l'histoire qu'on a connue, on a très vite connu Saori comme étant la future réincarnation d'Athéna. On a suivi son évolution, mais là, à cette époque, mystère, hein, on ne sait pas qui c'est, et eux non plus, hein, donc manifestement, ça les inquiète assez, et tu m'étonnes, hein, c'est légitime, puisque Hadès, maintenant, est là. Donc là, on voit notre trio de chocs se relever, ils se rendent compte de leur erreur, hein, et de leur faiblesse, et ils jurent ensemble de devenir tous les trois plus forts, et notamment Tenma, hein, qui souhaite sauver Suikyo, son maître, et tenter de le ramener du côté clair de la force, parce que là, manifestement, il s'est passé un truc, hein. Donc Iso et Ox sont devant l'armure de la coupe, et donc les trois autres Gus sont tombés plus bas, mais sans l'armure, hein, qui est restée là-haut. Mais ils ont quand même, quand Ox les a interrogés, les a sermonnés, ils ont quand même eu le temps de lui raconter que l'armure avait un pouvoir et permettait de voir le futur. Donc là, d'un coup, Iso et Ox bug, et allez savoir pourquoi, ils s'imaginent direct que finalement, leur Athéna qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas encore apparue, elle se trouve dans le futur. Donc là, pause encore. Moi, je me demande comment, juste avec les informations qu'ils ont là à cet instant, avec ce qu'ils savent à ce moment-là de l'histoire, comment ils font directement le lien entre le fait qu'ils n'aient pas encore rencontré leur Athéna de l'époque et le fait qu'elle se trouverait dans le futur. Juste parce qu'on leur a parlé de l'armure qui avait cette capacité-là. Voilà, c'est un peu bizarrement amené, je trouve, à ce stade de l'histoire et de ce qu'on sait. Athéna, elle est quand même censée exister et apparaître chez eux à un moment donné. Donc, pourquoi d'un seul coup ça ne serait plus le cas? En tout cas, ils ont cette idée-là. À voir si ça sera bel et bien le cas. On continue et on revient dans le futur. Enfin, dans le présent des chevaliers qu'on connaît, hein, t'as capté, donc en 90. Donc. On voit une meuf promener Seiya à la fraîche dehors, lui confectionner un petit bracelet de fleurs. La meuf pleure, hein, d'ailleurs, et Seiya ne bronche pas, son visage laisse à penser qu'il ne calcule pas grand-chose. Arrive quelqu'un qui interpelle la fille en disant « Mademoiselle Saori !» Donc voilà, c'est donc Saori, hein, mais on l'avait deviné, qui s'occupe de Seiya, son sauveur. Saori qui n'a pas les cheveux roses, hein, elle est quoi là, châtain clair, un truc du genre? Bref, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, hein, les personnages qu'on connaît diffèrent un peu, donc on va commencer à s'habituer. Donc le mec qui est arrivé, c'est Sean. Lui aussi d'ailleurs, il n'a pas les cheveux verts, mais à peu près la même teinte de cheveux que Saori. Donc Saori en tout cas semble surprise, disant qu'il est sain et sauf et demandant des nouvelles des autres. Donc ça c'est chelou, hein. Ça veut dire qu'après avoir battu Hadès et en s'enfuyant, car apparemment tout était en train de s'écrouler autour d'eux, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc ils ont dû se séparer. Mais je me demande en fin de compte, depuis finalement combien de temps s'est écoulé depuis. Est-ce que ça fait un jour qu'ils se sont pas vus, une semaine, un mois? Bon, en tout cas, Sean se pointe et découvre Seiya et demande à Saori qu'est-ce qui va pas. Saori explique que lorsqu'ils étaient en plein combat, Seiya s'est interposé entre elle et Hadès, et il s'est pris le coup d'épée d'Hadès en pleine poitrine. Bien qu'il ait survécu, hein, le cosmos maléfique d'Hadès qui imprégnait son épée, malheureusement est toujours présent et pénètre petit à petit son cœur.
Donc voilà, même mort, Hadès continue de les pourrir, quoi, hein. Et donc la malédiction d'Hadès via son épée, a frappé Seiya. Donc là, l'épée, en fait, on voit une épée invisible, que seul Saori peut voir, hein, qui bouge petit à petit et s'enfonce dans le cœur de Seiya. Et on apprend donc que, ce faisant, dans 3 jours précisément, Seiya va mourir. Donc Athéna, alors je vais dire Athéna ou Saori, hein, mais bon c'est pareil, hein, comme on sait, prend une décision, elle enfile son armure, qu'on avait déjà vue dans la fin de l'Arcadès, et elle veut se rendre au mont Étoilé, donc qui, on l'apprend, est l'endroit le plus proche de l'Olympe, pour y rencontrer sa sœur Artémis. On apprend donc, et on va découvrir qu'il y a d'autres dieux, dont certains ont un lien de parenté avec Athéna. Donc Sean décide de l'accompagner, hein, voyant la gravité de la situation, et lui d'un seul coup, va revêtir aussi son armure au cas où il y aurait un danger potentiel sur le chemin, on ne sait jamais. Et là, il est surpris de constater que c'est plus son armure divine, hein, qui est dans la boîte. Elle est revenue à son état normal. Athéna lui explique que le côté divin des armures ne peut être atteint que dans certaines conditions, et qu'une fois que c'est terminé, elles reviennent à leur état d'origine. On découvre au passage une Saori déterminée, hein, ça fait plaisir d'ailleurs, et du coup elle se dit que maintenant c'est à son tour d'agir, et que c'est à elle aujourd'hui de sauver Seiya pour toutes les fois où c'est lui qui l'a sauvé, quoi. Donc en fait elle a une dette envers lui. Retour dans le passé, au sanctuaire avec Iso et Ox, hein, qu'on avait laissé précédemment. Là ils entendent une voix qui leur dit vous n'avez toujours pas compris? Loin dans l'espace-temps est le cosmos d'Athéna, mais il se rapproche de notre dimension. Du coup, là, on fait donc ça commence à parler de dimension là. Donc on se rapproche un peu du délire du manga. Donc en gros, le gars qui parle en mode Yoda, hein, c'est Shijima. On découvre donc un nouveau chevalier d'or de l'époque, c'est le chevalier de la Vierge, qui est en mode méditation, hein, en position du lotus, et qui leur dit ça depuis son temple en mode télépathe. Shijima il ressemble grave à Shaka pour le coup, juste il a les cheveux rouges. En tout cas il est stylé le perso. Il nous est précisé, comme pour Shaka, que à son époque c'est également l'homme le plus proche des dieux. Et là c'est manifestement une spécificité des signes de la Vierge. On revient sur Saori et Shun qui arpentent la montagne et arrivent à une croisée des chemins avec une espèce de pilier au milieu en forme de lune. Et Athéna dit qu'elle est perdue, donc en fait ça veut dire qu'elle connaît pas du tout l'endroit, quoi, qu'elle s'était jamais aventurée aussi loin du sanctuaire. Ce qui signifie qu'au final chacun s'occupe vraiment de son coin, en mode gardien, et n'en bouge pas, quoi, finalement. Là, une vieille sorcière se pointe, qui s'appelle Hécate. Elle apparaît comme as posée sur la colonne, et elle leur dit vous allez où comme ça? Et Saori répond le temple de la lune, c'est là où il y a sa sœur, quoi. Et la sorcière elle dit moi je connais la route, mais je vous propose un deal. Ouais, hein, le renseignement il sera pas gratos, hein. Elle dit écoute, moi je veux tes cheveux, parce que j'ai entendu dire que les cheveux d'une déesse, enfin d'Athéna là, en l'occurrence, sont des propriétés magiques qui ont a priori la faculté de prolonger la vie à celui ou celle qui les boit en infusion, genre en mode un bon thé de cheveux, quoi. Saori, bon, elle n'a pas le temps, hein, comme on l'a vu, elle est déterminée, elle dit, elle accepte, hein, elle se coupe une partie de ses cheveux, et elle se fait une coupe au bol en mode Jeanne d'Arc. Bref, donc elle fait l'échange avec la sorcière, hein, et la sorcière lui dit c'est tout droit, et puis elle se barre. Et là on se rend compte que finalement il n'y avait qu'un seul chemin, et c'était une illusion, hein, c'était un traquenard créé par la vieille, et en gros elle doit faire le même coup à tous les voyageurs qui se pointent pour les arnaquer, quoi. Bref, ça change pas grand chose, hein. Saori et Shun continuent leur route et arrivent au palais de la Lune et pénètrent le palais. Là, ils sont aussitôt accueillis froidement, hein, par des flèches qui sont lancées par des gardes exclusivement féminines, légèrement vêtues, avec des oreilles de lapin, on dirait, hein, c'est pas Playboy, mais presque. En tout cas, Shun il active sa chaîne nébulaire en mode protection et il stoppe toutes les flèches easy. Arrive ensuite la chef des gardes, c'est les gardes d'ailleurs qu'on appelle des satellites.
La meuf, donc la chef, se nomme, elle, Callisto. Elle est assez stylée, hein, avec une coupe de veuche en mode Louis XIV. Puis finalement, elle s'agenouille et elle s'excuse devant Athéna, disant, bah, en gros, désolé, on vous avait pas reconnu. Saori lui demande une audience avec sa sœur Artémis, mais Callisto, elle est pas hoche. Elle dit non, non, moi, c'est pas une bonne idée. Et elle explique pourquoi. Elle dit, elle raconte à Athéna bah, que sa sœur, elle est pas contente parce que elle a entendu, elle a eu vent de tout ce que Athéna et ses chevaliers ont fait jusqu'à présent, et qu'en gros, le fait d'avoir défié et attaqué bah, plusieurs dieux, comme Poséidon et Hadès, bah, au royaume des dieux, ça jase et ça se fait pas. Donc voilà, Athéna est très mal vue. Donc bon, Artémis les reçoit quand même. Là, on découvre Artémis également, habillée d'une armure et d'un sceptre, pardon, comme Athéna. On voit pas encore son visage, mais elle lui dit direct t'es venu pour mourir? Et là, punaise, ça commence pas bien, quoi. On sent que ça va être tendu et qu'elles vont, en gros, elles vont pas se jeter dans les bras l'une de l'autre, quoi, hein. Elle commence à descendre les escaliers et dit, bah, je vais te punir. Mais juste à temps, Athéna lui dit, j'ai une faveur, s'il te plaît. Elle dit, bah voilà, toi, Artémis, ainsi que notre frère Apollon. Donc bon, on découvre qu'ils ont un frère aussi, Apollon, qu'on n'a jamais fait, hein, sauf erreur enfin, en tout cas moi je connais pas. Vous êtes tous les deux les dieux de la lune et du soleil, et en tant que tels, vous êtes les gardiens du temps. Athéna poursuit, expliquant bah, l'objet de sa venue, hein, et là elle explique son plan, dont on n'avait pas le détail hein, jusqu'à présent, et en fait le plan c'est bah, finalement, elle souhaite retourner dans le passé pour se débarrasser de l'épée d'Hadès et sauver Seiya. Bah ouais, hein, car s'il n'y a plus d'épée, bah, Hadès il se battra autrement, hein. Donc en tout cas, il ne pourra pas blesser mortellement Seiya de cette manière à leur époque. Donc voilà, là je fais une petite pause, hein. En gros, là on est en plein dans le cœur, dans le sujet de Next Dimension. Là on y est, hein. Donc ça veut dire que maintenant on a capté le titre hein, du manga. En gros, ça va se passer en mode retour vers le futur. Et on va suivre les deux époques en parallèle et les incidences bah, du passé dans le présent, quoi. Donc c'est vraiment ça, quoi. Par contre, enfin bon, comme l'œuvre n'est pas encore terminée et qu'on ne sait pas au final combien il y aura de tomes et quelle sera la fin, hein, forcément. En tout cas, moi je me demande à ce stade, j'ai une petite inquiétude hein, malgré tout, car bah, très souvent les œuvres qui traitent de voyage dans le temps sont assez souvent bancales à quelques rares exceptions près. En tout cas, j'espère que Kurumada va pas s'en mêler les pinceaux, car en vrai, dans ce genre de délire, il y a vite fait de créer des incohérences hein, entre ce qui se passe avant, après, ça peut être vite fait le bordel. Voilà, donc, en tout cas, Saori dit bah, c'est la seule solution. Artémis, elle est vénère, hein, elle dit que non seulement Athéna, elle a foutu le dawa chez les dieux, mais que maintenant, en plus de ça, elle veut modifier le cours des choses et retourner l'espace-temps, quoi. Genre la meuf, elle a vraiment aucune limite. Et en vrai, de ce côté-là, elle a pas vraiment tort, Artémis, hein. Bon, bref, Athéna a dit que ça y est, elle a pris sa décision, elle lâchera pas l'affaire. Et là, bon, il y a embrouille, elle commence à se taper avec leur sceptre. Et Artémis dit, ouais, les humains sont des êtres vils et insignifiants. Saori rétorque, oui, certes, mais malgré tout, il y a de l'amour au fond d'eux, et ça vaut le coup de se battre pour ça. Sean, lui, aurait bien voulu intervenir, mais l'autre, Callisto, elle se pointe derrière et elle met sa lance derrière sa nuque. Artémis dit que bah, si Athéna continue à s'entêter dans son délire, elle finira vraiment par dépasser les bornes et elle va s'attirer une bonne fois pour toutes la colère du roi des dieux qui va finir par la renier et la bannir définitivement. Ce qui signifie que dans ce cas-là, elle redeviendra une simple humaine. Mais Saori, elle s'en fout, hein, elle croit grave en l'humanité et elle demande qu'Artémis bah, lui explique comment on peut faire pour voyager dans le temps. Artémis a dit bah écoute Serette, là tu te gourres, hein, le seul dieu qui soit capable de faire ça, c'est ni moi ni le frangin Apollon, mais c'est Chronos, le dieu du temps. Puis elle dit maintenant que je t'ai dit ça, vas-y rentre chez Watt. Oublie tout ça, reste tranquille,
et elle les éjecte direct, Saori et Shun, hors de son temple. Juste une petite parenthèse, je me demande si Saori et Artemis, ça s'était déjà rencontré avant ou pas. J'ai pas l'impression, déjà parce que Saori connaissait pas le chemin. Et puis, je sais pas, c'est bizarre hein, leur relation. Alors, je pense que Athéna s'étant réincarnée dans Saori, peut-être que Artémis s'est réincarnée dans une jeune fille de la même manière. Peut-être qu'elle ne s'était encore jamais vue physiquement, mais en tant que divinité, depuis la nuit des temps, elle se connaissait de cette manière-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si tu as compris ou pas, mais voilà. Bon, bref. Allez, on poursuit. Du coup, retour à la case départ. Là, pour Saori et Shun, hein, ils ont eu quelques informations, mais au final, ils savent pas où se trouve Hypnos. Puisque Artemis, elle n'a pas lâché le morceau, elle les a dégagés comme des malpropres. Revient alors la sorcière Hécate, qui s'était barrée et qui dit moi je sais. Et d'ailleurs, on voit au passage que la vieille, bah, elle est plus vieille du tout, hein, elle a rajeuni. Donc manifestement, ça veut dire que elle s'est fait une petite infusion hein, avec les cheveux de d'Athéna et ça a marché. Donc là, on revient dans le palais de la Lune et Callisto dit à Artémis ouais, vous êtes sûr qu'il fallait les laisser partir? Artémis répond vas-y, te mêle pas de ça. Et du coup, on la voit en train de pleurer, hein. Donc ça veut dire que finalement, c'est pas une peau de vache, hein. En fait, en gros, elle a fait ça pour protéger sa sœur, pour essayer de la dissuader et lui éviter les emmerdes encore plus graves, quoi. Et là, Callisto, elle outrepasse les ordres et elle appelle une meuf qui est la chef des archères en jupe courte, hein, qu'on a vu plus tôt. La meuf qui s'appelle la Scoumoun, d'ailleurs. Donc, v'là le blaze chelou. Bref, elle lui donne l'ordre de tuer Athéna. En fait, elle accepte pas qu'Athéna fasse n'importe quoi en tant que déesse d'une part, et aussi, surtout, et que ça fasse souffrir sa maîtresse Artémis. Donc on sent que c'est une saleté sans pitié, hein, Callisto. Athéna et Shun reprennent la route hein, donc, et suivent Hécate, la petite sorcière, hein, qui est contente de sa potion de rajeunissement et qui va les guider, qui là va les guider gratos jusqu'à Hypnos. Shun, sur le chemin, il ressent un danger. Et là, il sort une phrase de beau gosse, hein, genre partez devant, je m'en occupe. Et en effet, les gardes, sous les ordres de Callisto, sont à leur trousse et arrivent rapidement. Et là, Sean les attend au calme, hein, en mode vous allez où comme ça? Donc là, trop stylé, hein, Sean pète la classe. Et là, il les défonce avec sa chaîne. Donc les meufs, elles sont toutes HS, hein, mais dans le lot, il y avait la Scoumoun, qui est, elle, d'un tout autre niveau, hein. Donc elle lance son attaque, qui est la morsure de la vipère. Et en fait, c'est une flèche un peu spéciale cette fois-ci, puisqu'elle suit sa propre trajectoire. En fait, elle s'enroule autour de la chaîne de Sean, qui avait quand même répliqué, mais il s'est fait surprendre par voilà, cette flèche un peu bizarre, et il se la prend en pleine tête. Donc au passage, merci le casque de l'armure d'Andromède, hein, il est pas mort, il est juste sonné, mais voilà, il est KO quoi. La meuf vient pour l'achever, et elle ressent à son tour un cosmos de ouf. Là, on a un petit aparté rapide sur le sanctuaire du passé, où on continue la discussion entre Iso, Ox et Shijima. Shijima, il est sûr de lui, hein, il leur confirme maintenant que leur Athéna, eh ben, elle se trouve pas ici à leur époque, mais elle va traverser l'espace-temps pour les rejoindre. Donc là, pause. Bon, je veux bien que Shijima soit proche des dieux, hein, comme on nous l'a dit, mais bon, je trouve ça un peu facile quand même qu'il sache déjà exactement, parfaitement tout. Euh, Là, ok, on se dit, bon, ça fait le lien entre les deux époques, et on commence à capter les bails et ce qui va se passer, mais bon, c'est quand même bizarre. Voilà, moi je trouve ça quand même bizarre que du coup, les mecs n'aient pas. Enfin, qu'ils aient pas leur propre réincarnation d'Athéna finalement. Ça veut dire que du coup, l'Athéna qu'on connaît nous, ça va être celle qui au final aura fait les deux guerres saintes. Donc, bon, c'est un peu étrange, mais bon, à voir comment ça va se goupiller. Enfin bon.
Comme je l'ai dit plus haut, pour l'instant, ne présupposons rien, on verra comment ça va se mettre en place. Donc là, on revient entre Sean et la Scoomoon dans le présent. Et la meuf, elle pense, bon, elle s'est dit, ouais, bon, j'ai rêvé, je suis trop sur mes gardes, faut que j'arrête mon délire. Et elle va porter le coup de grâce quand elle est finalement stoppée par une plume. Et la plume, en vérité, on la connaît, hein, on sait à qui elle appartient, hein, c'est la plume d'Iki. Mais oui, c'est clair. D'ailleurs, pause. Exceptionnellement, là, je dirais pas que c'est un Deus Ex Machina, hein, bon, parce que Iki, il garde toujours un œil sur Sean, il est jamais très loin. Surtout qu'il avait dû apprendre que Sean était parti en voyage avec Saori, donc il a dû les suivre. Donc bon, on va dire, allez, ça va pour cette fois. Donc là, la Scoomoon, elle envoie donc une flèche en direction de son opposant, qui l'arrête d'une main. Là, elle est vénère, hein, elle décoche une seconde flèche direct dans la foulée. Et Iki, il arrive en mode tu me toucheras jamais avec ça. Et on découvre donc le phénix avec une allure différente de celle qu'on connaît dans l'animé, hein, puisque là, son armure, elle est orange. Et il a aussi une coupe de cheveux un peu orangée. Donc en gros, Iki, il est pas bleu du tout. Mais bon, je trouve ça stylé quand même, hein, je trouve que ça se marie bien avec son pouvoir de phénix de feu, quoi. Et là, Iki, il fait tiens, je te la rends. Et bam, il lui plante en plein dans le torse. Et genre, du coup, elle l'a pas senti venir. Elle n'a pas eu le temps de capter ce qui s'est passé. Là, Iki vérifie que Sean est toujours vivant, puis il se barre. Sean, il se réveille et il capte pas ce qui s'est passé, car la Scoomoon, elle est HS. Mais bon, il finit quand même par se rendre compte que c'était Iki qui est venu à son aide en voyant la plume. D'ailleurs, je fais juste une autre pause, hein, au passage, moi j'ai trouvé ces passages bien stylés, hein. Je regrette quand même, on va pas se mentir, hein, que ce soit encore et souvent la même chose, à savoir Sean qui va commencer un combat, qui finit par être un peu en galère et qui finit et c'est son frère qui vient le sauver. Bon, voilà. Bon, on va dire que c'est comme ça fait partie des gimmicks récurrents de Saint Seiya, mais bon, potentiellement, j'aurais aimé que ce combat, Sean le finisse de bout en bout. Mais en tout cas, ça nous permet d'introduire Iki dans l'histoire. En tout cas, on arrive bientôt à la fin du tome 2. Là, Hécate a finalement guidé Athéna au sommet, devant ce que Athéna pense être un immense lac. Et en fait, pas du tout, hein, en fait, c'est pas de l'eau, c'est des galaxies carrément. Et en fait, on apprend que c'est la porte de l'espace-temps où réside Chronos. Et Chronos, il est vénère. Là, il dit direct disparaissez. Et il lance un sort, hein, qui commence à les aspirer toutes les deux. Athéna a dit j'ai une requête à vous formuler, mais bon, Chronos il s'en tape, hein, et il fait disparaître direct Hécate. Et Athéna, elle est en galère grave, elle continue de tomber dans les galaxies infinies. Ensuite, on zappe, on voit la Scoomoon qui est toujours en vie, car bon, Iki, c'est pas un bâtard, il l'a pas tué finalement. Elle est retournée au palais devant Callisto, et Callisto, elle est deg, hein. Mais bon, elle dit, bon, écoute, en gros, elle lâche un regard un peu étrange, hein, et en gros, elle a un deuxième plan derrière la tête, hein, donc voilà, on sent la psychopathe. Donc là, retour sur Athéna, sauvé par Sean qui vient d'arriver avec sa chaîne qui peut, comme on le sait, traverser les galaxies, hein, il l'avait déjà prouvé avant. Donc bon, là c'était moins une, hein, mais eh, Deus Ex Machina, là on peut le dire. Bon, en tout cas, là pour le coup, ils ont maintenant l'attention de Chronos, Athéna lui ayant révélé qui elle était et lui ayant expliqué son plan. Elle le supplie, hein, et dit qu'elle donnera tout ce qui est en son pouvoir en échange. Et là, Hypnos se matérialise d'un coup sous la forme d'un sablier. Il lui dit ok, vas-y, bah écoute, je te laisse 3 jours pour arriver à tes fins, mais attention, hein, passé ce délai, tu resteras à jamais coincé dans le passé. Et il lui dit bah vas-y, maintenant saute exactement sous le sablier, là où tu vois la galaxie rouge. Et tu arriveras exactement à l'endroit où tu veux, à l'époque où tu veux. Donc Athéna et Sean se prennent par la main, s'enroulent un petit anneau de fleurs pour pas se séparer pendant leur chute, parce que du coup ils risqueraient de se perdre à jamais. Et le tome se finit avec la phrase en route pour le 18e siècle. Et voilà, fin du volume 2. Donc là, on est en mode retour vers le futur, hein.
En tout cas, c'est voilà, c'est plutôt hypant, la fin du tome 2. On a envie de savoir, on a envie de plonger avec eux et de voir la suite, hein. Mais bon, ça vous le saurez dans le prochain épisode. Et ouais, va falloir patienter un petit peu. Ce tome 2 était sympa, moi j'ai kiffé. Il nous introduit de nouveaux personnages, il y a des nouveaux enjeux, hein. L'histoire maintenant est clairement posée. Et, il va falloir retourner dans le passé pour sauver Seiya. Le début des emmerdes, hein, si je puis dire, va pouvoir commencer. En tout cas, voilà, dans ce tome, c'est sympa. Il y a des combats, il y a des punchlines, il y a des moments de tension. On sent qu'il y a ce côté aventure, hein, qui commence véritablement avec ce tome 2. Et ça, c'est cool. Donc voilà, bref, écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout pour les patients. N'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!